Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour la fameuse vidéo promise il y a déjà plus de 4 mois et dont l'introduction est la vidéo 64, bientôt une appli pour reconnaître les PO ou les PN. Donc je vous recommande fortement d'avoir d'abord écouté cette vidéo très courte de 5 minutes sur la question donc, de la manipulation avant d'entamer celle-ci qui va durer 1 heure et qui va être quand même beaucoup plus dense parce qu'on va vraiment rentrer là au fond de ce sujet, qui est la normopathie. Normopathie, c'est une autre manière de parler d'ingénierie sociale, et que c'est bien le contrôle mental, autre mot, qui veut dire la même chose, notre problème. Au-delà des guillemets élites et entités qui pilotent ces élites, notre problème, c'est bien le contrôle mental, l'ingénierie sociale et la normopathie. C'est pas la poignée de psychopathes, sociopathes, qui gouvernent, supposément ce monde. Notre problème, c'est la foule des normopathes qui les suivent, hein, et qui, du coup, adhèrent à leur agenda. Pareil pour, n'importe quel groupe humain, hein. Il suffit qu'il y ait un loup dans la bergerie, ça suffit largement pour faire partir en vrille toute la dynamique de groupe. Et j'ai envie de dire, c'est pas tellement la faute du psychopathe ou du manipulateur là qui est au milieu du groupe, hein. C'est la faute de tous les autres qui ne voient même pas les manœuvres de ce loup dans la bergerie, qui joue, hein, finalement, avec la bergerie, hein. Heu, donc le problème, c'est tous les autres autour qui consentent à jouer ces jeux avec la prédation. Et même, au-delà de ça, bien pire que ça, un groupe sain, normalement, devrait repérer les prédateurs, hein, en fait, et s'en protéger, c'est-à-dire les faire dégager. Au lieu de ça, c'est pas ça qui se passe dans les dynamiques de groupe humaines aujourd'hui. C'est que ce sont les personnes saines qui sont dégagées des dynamiques de groupe, hein, parce qu'elles voient ce qui se passe, et quand elles essayent d'en avertir le groupe, c'est la personne saine qui se fait dégager du groupe, hein, parce que du coup, tous les normopathes du groupe, hein, ils préfèrent, à la limite, exécuter une personne saine qui dit la vérité, parce que le premier ou la première qui dira la vérité, il faudra l'exécuter, hein, selon l'adage populaire, pour pouvoir conserver leur masque et conserver des prédateurs au sein du groupe, plutôt que d'ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. Et on revient à la petite vidéo in shadow, hein, c'est ça, hein. Bon, je vais m'attaquer à toutes ces questions-là. Les pervers narcissiques nous envahissent. J'ai été avec un PN, ah là là, c'était un PO, etc. Et donc, les obstacles que cela représente à certaines prises de conscience, hein, parce que au bout d'un moment, se retrancher derrière toutes ces catégories et ces discours, c'est super déresponsabilisant, super polarisant, et du coup, on se désaxe de notre quête de souveraineté individuelle. Allez, c'est parti. La vie c'est dingue, la vie c'est doux. Ça te dézingue, ça te saute au cou. Ça te violon dingue, ça te met en joue. Ça te valdingue comme un joujou. À toute berzingue, t'y vois que du blue. Le plus important, c'est d'être pas mort. Tout le monde parle en ce moment de pervers narcissiques dès qu'ils ont l'impression d'être manipulés par une personne qui manquerait d'empathie, etc. Hop, ça y est, tac, j'ai affaire à un PN au boulot, mon conjoint, mon beau-frère, ma belle-sœur, etc. On est dans cette société psychologisante, hein, qui nous sert à foison des critères, des vidéos et des trucs sur les psychopathes qui nous envahiraient, les pervers narcissiques et les trucs et les machins. Alors là, je vais pas avoir tellement d'autre choix que de, entre guillemets, faire un petit cours d'histoire de la psychologie. Au départ, hein, cette science n'est animée que par des médecins. Par rapport aux troubles mentaux, c'est-à-dire psychopathologie, qu'ils vont être observés, ils les ont classés en 3 catégories. Les névroses et les psychoses, hein, et entre les deux, le trouble des états limites, borderline. Alors, les névroses, selon eux, hein, c'est-à-dire ces médecins masculins, ne nécessitaient pas de traitement médicamenteux. Et c'est pour cette raison qu'elles appartiennent au champ de la normalité. Il y a donc du pathologique dans le normal, hein, les névroses étant des mécanismes de défense psychique, une plasticité adaptative normale de l'appareil psychique pour faire face aux contraintes de l'environnement extérieur. Lorsque ces structures défensives névrotiques ne sont plus suffisantes, il y a décompensation névrotique et risque d'évolution vers des troubles psychotiques, voire des psychoses. Quant aux psychoses, toujours à cette même époque, selon ces médecins, elles nécessitaient un traitement médicamenteux.
Tout le monde n'était pas d'accord, hein, mais c'est ceux-là qui ont gagné. Donc si vous voulez, au départ, hein, tous ces psychologues, hein, qui étaient pour la plupart des médecins, étaient finalement séparés en 2 grandes catégories. Les psychologues qui s'occupaient du champ du normal et les psychiatres qui s'occupaient du registre des psychoses nécessitant un traitement médicamenteux. Donc bien que le débat sur cette question de la frontière entre normal et pathologique, hein, était traité régulièrement, notamment lors des colloques de Bonneval, ils n'étaient pas tous d'accord pour savoir si finalement il y avait une frontière, une limite stricte entre le normal et le pathologique ou pas. Hein, ce n'est certainement pas l'intelligence d'un Georges Canguilhem hein, avec sa thèse de médecine Le normal et le pathologique qui a été plus tard édité sous la forme d'un bouquin où ce monsieur, bien qu'il était médecin, avait déjà compris que la maladie n'est qu'une tentative de guérison et qu'aucun médecin n'avait jamais soigné aucun patient, que le médecin n'était finalement qu'un catalyseur qui permettait au patient d'aller au bout de son processus de guérison. Donc quelque part, hein, il rejoignait là-dessus la veine des hygiénistes du 19e siècle avec les concepts d'homéostasie, y compris concernant la psyché. On a affaire à des médecins, donc ils ont abordé le problème psychique sous l'angle biologique hein, au départ, organique. Il avait mis en question déjà le fait de problématiser le fonctionnement psychique de cette manière, normale et pathologique, hein, en tentant en plus de définir ces choses-là uniquement à travers un discours quantitatif, là où lui, il pensait que le centre devait être toujours la personne, l'individu. Donc il raisonnait en termes qualitatifs. Pour lui, c'était là qu'il fallait se positionner pour comprendre quoi que ce soit à normal et pathologique. C'est pas l'approche des personnes avec une telle intelligence qui a gagné. Je me souviens particulièrement de lui, mais il y en a eu beaucoup d'autres, mais mes cours de psychologie sont loin, je m'en suis débarrassée au cours de différents déménagements. Voilà, ce ne sont pas il y a eu un nivellement par le bas de la pensée, hein, comme de toute façon c'est toujours le cas, et ce ne sont pas les êtres les plus éveillés qui œuvraient dans ces sciences-là à l'époque qui ont remporté la bataille intellectuelle. Donc, bien que théoriquement cette question n'était pas tranchée, et il ne l'est semble-t-il toujours pas, l'expérimentation avec toute la boîte à outils, la pharmacopée chimique du 19e siècle a finalement fait son œuvre de lobbying et finalement dans la répartition des rôles, ça s'est inscrit dans la réalité comme si cette frontière-là effectivement était stricte, puisqu'on a finalement 2 catégories de personnes avec des pouvoirs différents qui sont supposés avoir chacun leur champ d'expertise. Et il y a déjà d'énormes dérives par rapport à ça, notamment en France, parce que donc vous aurez compris que le psychiatre, son domaine de compétence, ce n'est pas la normalité. Et pourtant, on n'entend que intervenir dans les médias quand il s'agit des phénomènes de burn-out, de suicide au travail, etc. Alors que ce ne sont pas les personnes compétentes pour parler de cela. Parce que les gens qui se suicident au travail, ils sont dans la norme, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, c'est en partie à cause de cela qu'il y a toute cette confusion autour de la sphère psy en France. Hein. Dès qu'on commence à dire psy, les gens ne savent même pas d'ailleurs de quoi ils causent. Hein, parce que tout le monde a l'air de penser, ils assimilent psy immédiatement à psychiatre, et donc quand on dit à quelqu'un tu devrais aller voir un psy, généralement la première réponse qu'il donne c'est mais je ne suis pas malade. Ben oui, mais c'est pas ça la question en fait. De quel psy parle-t-on? Première remarque. Deuxième remarque, vous avez compris que on entend par norme ce qu'il est convenu d'être convenable et acceptable en société d'un point de vue comportemental, et que donc tout ceci évolue avec le temps et avec les époques. Parce que par exemple au XIXe siècle, l'homosexualité féminine était considérée comme une pathologie névrotique. Et là, il y avait une exception. Elle devait être absolument médicalisée et psychiatrisée. Ce qui n'était pas le cas
des homosexuels masculins qui pouvaient quand même très facilement se dissimuler dans la société civile sans finir en HP. Donc vous voyez bien que dès que ça touche au programme reproductif, qui ne peut pas se passer de l'utérus des femmes, on médicalise et on psychiatrise tout de suite, hein. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine, n'est plus considérée comme une pathologie quelconque qui nécessiterait un traitement quelconque. De même, ont disparu des DSM les pathologies telles que l'hystérie ou la nymphomanie. Je reparle un peu plus loin de la nymphomanie dans la vidéo, hein. J'ai déjà traité de l'hystérie dans l'épisode 2, archéovirilité versus archéoféminité. Donc vous voyez bien que la norme peut énormément changer avec le temps jusqu'à s'inverser, ce que j'ai amplement expliqué aussi dans mes premières vidéos sur l'agenda LGBTP, où comme technologiquement je pense qu'ils pensent pouvoir se passer d'utérus naturel avec leur programme d'utérus artificiel, maintenant hop tac on inverse la norme, maintenant tout le monde doit être homosexuel ou transgenre, enfin transsexuel. Bon alors, pour revenir à la sphère psy en France, aujourd'hui les choses ont un petit peu évolué. Les psychologues s'attachent à comprendre en fait les mouvements psychiques dans un appareil psychique normal, donc incluant les troubles névrotiques. Et on a donc une profession réglementée et clivée en différentes spécialités en fonction des différents stades du développement de l'individu. Donc psychologue de l'enfance, psychologue scolaire, psychologue clinicien, psychologue du travail, neuropsychologue, l'humain tronçonné en morceaux. L'histoire avance, nanana. On arrive aujourd'hui à la situation que, vu qu'on est dans une société profondément malade, il y a de plus en plus de gens normaux qui deviennent névrotiques. Et apparaît, du coup, la profession de psychothérapeute. Alors, si le psychologue, c'est un diplôme universitaire, les psychothérapeutes sont généralement des écoles privées, 5 ans. Mais contrairement aux psychologues, pour obtenir un diplôme de psychothérapeute, il faut avoir soi-même fait une psychothérapie, en tous les cas dans l'approche dans laquelle on prépare son diplôme de psychothérapeute. Donc, à mon sens, des bons psychothérapeutes bien formés sont certainement les personnes les plus compétentes pour aider des gens normaux qui rencontrent des difficultés dans leur vie. Bon, autant les psychologues, surtout les cliniciens, que les psychothérapeutes sont formés à la psychopathologie. Mais s'il s'agit de prendre en charge des psychotiques, ils ne pourront le faire que dans une structure collective où il y aura une prise en charge médicale. Et c'est là donc qu'intervient le psychiatre, qui est un médecin, qui a le droit de faire des prescriptions médicales. Donc normalement, il ne devrait s'occuper principalement que de psychotiques, le psychiatre. Sauf que seuls les psychologues cliniciens et les psychiatres ont le pouvoir de poser un diagnostic clinique de psychopathologie. Et tant les psychologues cliniciens que les psychiatres ne sont formés quasiment en approche qu'à la psychanalyse de Freud. Et le psychologue n'est pas médecin. Et donc il y a énormément de gens qui sont, on va dire, dans le champ du normal, et qui se retrouvent contraints d'aller voir un psychiatre, uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer quelqu'un en fait de beaucoup plus compétent pour eux, qui serait un psychologue ou un psychothérapeute. Comme ça, on peut leur prescrire des anxiolytiques et tout un tas de saloperies. Il y a déjà une grosse dérive dans la pratique. Par rapport au fait que ce qui définissait a priori la frontière entre normal et pathologique, c'était justement le traitement médicamenteux. Et là, on se retrouve du coup à aussi médicaliser le normal. Alors attention, je vous dis pas que je suis même d'accord avec le fait qu'il faille absolument un traitement médicamenteux pour les psychotiques. Je vous explique que déjà, ils respectent même pas finalement la manière dont ils se sont partagés le gâteau. Parce qu'en psychiatrie, il y a eu beaucoup d'expérimentations en France, sans coercition, sans camisole chimique, qui démontraient que même des gens schizophrènes ou psychotiques tendaient à devenir normales. Et c'est bizarre, elles ont toutes été fermées, pas de budget, etc. Hasard fortuit. Vous voyez bien, avec Big Pharma, etc., tout l'intérêt que peut avoir la médecine et la psychiatrie à avoir de plus en plus de catégories de psychopathologie, où ils vont produire tout un tas d'études visant à démontrer que ça nécessite un traitement médicamenteux. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe, quoi. On tend à médicaliser tous les stades et tous les âges de la vie, quoi. À commencer par la grossesse, qui est totalement sous emprise du corps médical. Le syndrome prémenstruel, la ménopause, etc., ainsi de suite. Bon, alors mon préféré, c'est quand même le trouble de l'hyperactivité chez l'enfant, quoi.
Parce que la nature d'un enfant, c'est une grande énergie vitale, une curiosité, une envie de dévorer la vie. Tout cela est complètement sain. Il va faire chier ses parents grave, hein, il va ouvrir les tiroirs, tout enlever, tout casser, tout essayer de tout remonter à l'envers. Tout ça, c'est le signe d'une créativité débordante. Mais ça va pas du tout, hein. Il est hyperactif, il lui faut un traitement médical, hein, pour l'abrutir, de manière à ce qu'il puisse quand même être scolarisé. Bon, j'espère que vous avez compris donc que la barrière n'est pas étanche entre le normal et le pathologique. Il y a un continuum, c'est-à-dire que le pathologique est une exagération des mécanismes de défense psychique normaux. Ce qui va finalement pousser une personne à manifester des états pathogènes, hein, psychiques, eh bien, c'est son scénario de vie. Et la résilience, plus ou moins forte, que possède son appareil psychique. Et là, pour le coup, je pense que l'ADN et la connexion spirituelle jouent un rôle sur cette capacité de résilience. Et comme ce n'est pas fixé complètement à l'avance, comme je le dis dans l'épisode 4 de la série sur les manuscrits de la bibliothèque Cope de Nag Hammadi sur les trois humanités, vous voyez tout l'intérêt de maintenir un travail sur soi. S'il existe une frontière stricte, elle est entre le troupeau et les élites, lignées de sang noir, sociopathe 10 000 %. Et vous voyez, la sociopathie est une psychose, autrement connue sous la dénomination trouble de la personnalité antisociale, selon les DSM. Donc, si on utilisait déjà les bons mots pour décrire les choses, ce serait plus facile de s'entendre. Et le problème, c'est que on n'entend parler que de psychopathes. Alors, ça veut rien dire un psychopathe, ça veut dire une personne qui souffre de psychopathologie. Comme je viens de vous l'expliquer, psychopathologie, ça veut juste dire que la personne a une pathologie de l'appareil psychique. Ça peut être une névrose, une psychose, un état limite. Voilà, ça veut rien dire un psychopathe. Donc, dire oh, nous sommes gouvernés par des psychopathes, moi je sais pas, ça me parle pas. Hein. On dirait nous sommes gouvernés par des psychotiques sociopathes. Là déjà, ouais, ça m'indiquerait que la personne qui est en train de faire une vidéo, là, soi-disant de divulgation, elle connaît un petit peu son sujet. Bon alors, qu'est-ce qu'elles font ces élites sociopathes psychotiques? Programme MK Ultra, Monarque, programme de super soldats, agents dormants dans la société civile, réseau Gladio ou Stay Behind. Tout cela est l'œuvre de sociopathes qui se fabriquent des brigades de psychopathes pour les aider à maintenir le troupeau sous hypnose collective. Et bien entendu, la psychiatrie a beau jeu de brouiller constamment cette frontière entre normal et pathologique, afin de porter les agendas donc des élites prédatrices, quoi. Ils veillent à conserver un certain type d'ADN, le plus éloigné possible de l'ADN originel, et ça leur donne les inconvénients de leur avantage. Et du coup, comme on le sait, ils vont se servir dans les réseaux pédosatanistes pour pratiquer un certain nombre de sacrifices humains, extraire de l'énergie vitale pure des enfants pour pouvoir maintenir forme humaine. Que font-ils d'autre? De manière récurrente, ils sont obligés d'aller se servir en sang issu d'Afrique noire pour pouvoir le consommer. Cela m'a été confirmé par une correspondante qui est en contact avec une personne qui travaille pour une ONG en Afrique. Et cela est présent dans le film très esthétique version Cold Wave, Only Lovers Left Alive. L'héroïne, c'est sur le continent africain qu'elle se trouve, pendant que son compagnon, largement inspiré de Robert Smith, le chanteur des Cure, est en train de végéter dans le fog londonien. Donc c'est là qu'elle se fournit en tant que vampire pour survivre. Mais vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un certain nombre en fait de ces personnes, de ces guillemets élites, en fait, ils en peuvent plus. Ils ont même pas le courage en fait d'en finir. Bon, je pense que le poids quand même du temps, de la durée, de la culpabilité, du prix de cette pseudo-immortalité finit quand même par leur peser. En fait, je crois qu'ils nous attendent pour enfin être libérés. Attention, sans délire de sauveur ou de sauveteuse, mais simplement un certain nombre d'entre eux, je pense en fait, ils en ont vraiment plein le cul, et ils aimeraient bien que tout ça s'arrête d'une manière ou d'une autre.
En fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'au départ, lors de la première invasion de ce truc-là, l'esprit contrefait, pour se maintenir au pouvoir, il y avait guère que finalement, effectivement, le vampirisme qu'on retrouve en fait dans toutes les mythologies de la planète pour pouvoir maintenir forme humaine. Et en avançant, ils ont trouvé finalement un autre moyen technologique, celui-là. Mais du coup, en fait, vous voyez, c'est que les anciens qui sont dans des corps, qui ont déjà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et qui ont besoin de sang humain pour s'alimenter, eux, quelque part, en fait, ils l'ont un petit peu dans l'os, pour être poli. Par rapport peut-être à des versions plus récentes, à des nouveaux pseudo-faux dieux élites qui, elles et eux, ont accès aux technologies en fait, bon, de clonage, et puis ils peuvent comme ça changer d'enveloppe comme ils le veulent. Hein, parce que vous avez compris qu'il y a une question de compatibilité au niveau de l'ADN. Donc les vieux anciens modèles là, qui sont collés avec des ADN peut-être un petit peu trop anciens, bon, ils sont peut-être un petit peu obsolètes. Hein. Bon, et ça nous reboucle en fait sur le thème de American Gods aussi, d'une certaine manière. Bon, j'arrête là mon analyse psychologique des vampires et je reviens du coup dans ma trace là pour cette vidéo. Donc, comme nous le révèlent les travaux de Eve Lorgen et Lauda Leon, ces élites utilisent des Starfire Woman, des Fireblood, dans leur programme de reproduction artificielle, hybride, clonage, chimère, etc. Vous comprenez, hein, s'il s'agit d'utiliser leur propre grille en termes de psychopathologie, la case dans laquelle ces personnes-là se trouvent, c'est la sociopathie, et non pas la psychopathie. Hein, psychopathe, ça veut dire une personne souffrant d'une psychopathologie. Ouais, d'accord, mais encore faudrait-il savoir s'il s'agit d'une névrose qui appartient au champ du normal ou d'une psychose qui se trouve en dehors de ce champ du normal. Et donc, vous voyez que le point d'ancrage de la définition de tout cela, c'est bien une norme qui doit être à tout prix préservée au moyen de l'ingénierie sociale au sein du troupeau, de manière à faire de nous toutes et tous des grands normopathes en secteur. Donc, le concept de normopathie et de normopathie en secteur issu de la psychodynamie, qui est un courant de psychologie du travail. Donc la normopathie, c'est le conformisme excessif à une norme, donc à une identité, quelle qu'elle soit, une identité sociale, qui est donc le fruit de processus de construction, identité de sexe, identité de genre, identité professionnelle, identité familiale, nationale, sociale, raciale, ethnique, etc. Tout le problème de la construction des identités. Elle est sectorisée quand on constate que l'empathie est mise en suspens dans un de ces secteurs-là. Tout cela est résumé dans l'adage populaire, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Par exemple, les proches, époux, femmes, mari, enfants, parents d'un médecin, sont les personnes les moins bien soignées. Et ça, c'est à cause de la structure défensive de l'appareil psychique, de l'identité professionnelle de médecin ou de soignant. Aïe, aussi, oui, c'est sidérant que cela puisse paraître, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'appareil psychique humain. Alors, pour nous rapprocher de notre sujet dans le milieu conspirationniste, donc ils sont tous là à s'énerver sur la pédophilie, les réseaux pédophiles, sataniques, d'État, etc. Donc en fait, on parle de viol, mais attention, on ne peut pas parler du phénomène viol en dehors du cadre de la pédophilie. Tout ce qui concerne le viol des hommes sur les femmes, ça, attention, c'est un discours féminazi, on ne peut pas en parler, ça n'existe pas d'ailleurs. Et si on reconnaît que ça existe, c'est quand même beaucoup moins grave que les viols sur enfants. Voilà, normopathie en secteur. Autrement dit, on est dans ce sale débat d'établir des hiérarchies dans les atrocités qui peuvent s'observer et être commises dans ce monde. Et donc, dès qu'on est dans ce phénomène de hiérarchisation du pire ou des choses, on va devoir aussi prioriser les endroits où on va porter son attention. Et tout le système de contrôle mental des masses par les médias fonctionne sur ce principe. Et c'est seulement à la fin de la vidéo que je vous donne les conclusions de ce type de fonctionnement, vu des lois de l'esprit. Mais qui est on? C'est toujours pareil, tant qu'on voit la pathologie chez l'autre, on voit pas la sienne. Vous comprenez, en fait, tout dépend du petit je, du petit ego qui prend le pouvoir, en fait, au moment où il ou elle est confronté à une situation, un discours. Généralement, l'identité qui est convoquée, c'est celle que le discours dérange.
Dans ce milieu-là, on est déjà, donc, vous voyez, dans toutes les dérives qu'on peut observer dans n'importe quelle autre, finalement, norme de groupe, où pour conforter cette norme, on tente de silencier toute voix dissonante au sein de ce groupe. La normopathie, dans un groupe, vous l'observez par rapport au comportement que va avoir le groupe vis-à-vis de la nouveauté ou d'une nouvelle personne. Sa capacité, sa perméabilité, en fait, à intégrer un nouveau membre ou pas. S'il n'y en a aucune, c'est que le groupe, il est pathogène. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le milieu conspirationniste, bon, comme dans tous les groupes humains, j'ai envie de dire, ils ne dérogent simplement pas à cette règle. Et donc, plus ils vont s'enferrer, en fait, dans verrouiller en mode sauveur, il faut absolument divulguer, c'est un certain nombre de trucs, machin, plus, en fait, ils confortent cette identité conspi, chercheur, divulgateur, et puis au bout du compte, c'est quand même super stressant, ils vont finir aussi par avoir des troubles, notamment de dérives paranoïaques. Et les trolls sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook, etc. Imaginez que dans le DSM-6, ils réaménagent encore les catégories psychopathologiques de manière à étendre les critères de la paranoïa, de manière à ce que ça corresponde finalement quasiment à toute personne mettant en doute un égrégore quelconque. En ce moment, on a ce truc-là sur les vaccins. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez vu, l'Ouroboros? Est-ce que vous commencez à comprendre la dynamique complexe là, qui se déploie? Comment la sociopathie des élites répond à la normopathie du troupeau, au sein duquel c'est tellement rassurant et confortable de croire qu'on a tout compris de cette question du normal et du pathologique, et de se dire que la frontière stricte, elle est uniquement entre eux et nous. Et donc, qu'est-ce qui se produit dans ce genre de cas? Au sein de ce groupe, on va commencer à tourner en rond autour d'idées qui passent comme allant de soi, alors qu'elles peuvent être des grosses contre-vérités. Et donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, cette question des PO là, et des psychopathes, PO, PN, tout ça serait la même chose. Bon, il y a un problème de cohérence, quoi. Parce que le PO, c'est un programme. Il suit les lignes de code. Il suit une ligne de code de quoi? De l'ingénierie sociale. Or, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? C'est une programmation standard. Et donc un standard, c'est une norme qui doit concerner la plupart des gens. Or, la plupart des gens ne sont pas des psychopathes ou des pervers narcissiques. Donc vous voyez, il y a un souci au niveau même de la logique, logique de base. Et donc la bonne question à se poser, c'est quel bénéfice psychique cela amène de réfléchir comme ça de travers? Si ce n'est de croire qu'on est du bon côté de la frontière et de la limite. On pointe du doigt les PO, machin, qui sont des PN, etc. Comme ça, on évite de voir que, merde, on est dans la même catégorie que dans le troupeau. Et donc, nous aussi, on a été imbibés d'ingénierie sociale, normopathe. Et pour toutes ces personnes, s'il fallait qu'ils commencent à regarder leur propre normopathie, qui retournent le miroir, il n'y a plus grand-chose qui tiendra en cohérence pour pas mal de ces personnes. Et donc, du coup, à quoi contribuent-ils avec leur normopathie, la norme de groupe conspirationniste, chercheurs de vérité sur les réseaux pédosatanistes, etc. Ils contribuent à égarer l'attention de tous les autres membres du troupeau de moutons sur le véritable problème que représente l'ingénierie sociale ou les portails organiques. C'est pas celui de la pathologie, c'est bel et bien celui de la normopathie, le problème. La plupart des gens, ils fonctionnent comme ça, en normopathie en secteur. Pas uniquement les PO, les psychiques et la plupart des pneumatiques également. Et donc, en fait, cette structure de normopathie en secteur, du système mental humain, il en résulte un ordre social, un système de domination masculine, qu'on peut appeler patriarcat, ou virus d'intelligence artificielle archontique, comme je l'appelle, parce que c'est la même chose. Il s'agit d'un esprit contrefait qui siège au cœur du système mental humain, de manière à nous faire construire la réalité souhaitée. Et la réalité souhaitée, c'est celle que je ne cesse de vous montrer et de vous décrire au travers de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Et elle est atroce et insupportable quand on la voit pour ce qu'elle est, que l'on soit une femme ou un homme, même si ces derniers entretiennent ce système en pleine inconscience, en récoltant les énergies féminines, mais également des enfants, s'il s'agit d'abus sur enfants, ou de les utiliser suite à une séparation pour continuer à asseoir une emprise, donc à vampiriser l'énergie d'une ex-conjointe. Bon, pour en revenir à la scène conspirationniste, je suis complètement d'accord avec Harald Kotzvela,
dans l'interview qu'il a donnée avec Mark Gray, dont l'attention est constamment focalisée sur cette limite entre eux et nous, cette lutte du nous contre eux, et Harald ne cesse au cours de l'interview de ramener son attention sur le travail individuel qu'il est nécessaire de faire, et que maintenant ça n'a plus vraiment d'importance de regarder, de savoir ce qu'ils font, qui est aux commandes. Ce qui importe, c'est de savoir qui est aux commandes en soi-même. Parce qu'encore une fois, cette scène de théâtre planétaire, gesticulée par les guillemets élites, n'est là que pour vampiriser notre attention, pour nous faire consentir à créer la réalité que veulent les entités qui pilotent le scénario de la timeline planétaire. Alors que ces mêmes élites ne sont que des gants, ce sont des coquilles vides pour d'autres entités, et ce sont les premiers sacrifiés dans le projet Bluebeam. Donc ce sont des marionnettes, et je ne vous demande pas d'avoir de la compassion nécessairement pour ces personnes-là, qui pratiquent tout un tas d'atrocités, dans des rituels sataniques, etc., mais de considérer le fait qu'ils ne sont que des boîtes à gants. Ils ont préféré vendre leur âme pour une pseudo-immortalité dans ce corps-là physique, par lâcheté. Ce qui les caractérise, c'est leur lâcheté et leur vide, que si je devais dépenser émotionnellement quoi que ce soit pour un individu comme ça, c'est de la pitié. Parce que c'est le clone de tellement de mes anciens collègues de travail. Ça peut être, pitié ou mépris, mais je suis assez d'accord avec le vicomte de Chateaubriand quand il disait qu'il faut être économe de son mépris, tant il y a de nécessiteux à contenter. Mais je pense qu'on peut dire exactement la même chose pour la pitié. Ou pour n'importe quelle émotion qui risquerait de nous mettre dans un petit triangle du drame avec ce type d'individu. Ah non, là, on va pas mettre le doigt dans l'engrenage. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait recycler cette formule pour les temps qui sont les nôtres. Ce serait plus juste de dire il faut être économe de son empathie, tant il y a de vampires qui en ont besoin pour se nourrir. Et donc, cet adage était appliqué avec discernement, c'est-à-dire en connexion avec le cœur. Et ça y est, nous sommes arrivés dans les temps où il est souhaitable d'avoir le discernement nécessaire immédiatement pour savoir avec qui on peut s'allier et avec qui il vaut mieux éviter de mettre le doigt dans l'engrenage. Ou alors si vous le faites, faut aussi que vous soyez conscient que la personne que vous allez aider, ça peut aussi être celle qui va vous dénoncer ou vous buter un peu plus tard, quoi. Toujours pour la même raison, lâcheté. Et puis peur, quoi. Toute la personne est programmée dans la peur, donc bon, à partir de là, faire confiance à des gens comme ça, c'est pas une bonne idée. Bon, fin du petit quart d'heure de philosophie, revenons à nos moutons brebis. Demain, massivement, on arrête de s'occuper de ce qu'ils font, de qui ils sont, c'est bon, on a compris. On s'occupe de nous, de prendre soin des uns des autres et de nos enfants pour pas qu'ils viennent nous les prendre. C'est mort pour eux. De toute façon, ils sont déjà morts, ainsi que les entités qui les pilotent. La seule raison pour laquelle ils semblent encore être en vie, c'est parce que la plupart des gens continuent à les alimenter avec leur attention, c'est-à-dire leur pouvoir de création. Alors bien évidemment, il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et ceux qui ne comprennent pas sont des psychiques, c'est-à-dire des morts vivants, coincés dans un système mental humain. Oui, non, bien, mal, bref, la dualité. Ils n'arrivent pas à comprendre comment, avec ce système mental humain, ils alimentent le système qu'ils pensent combattre, en se polarisant constamment contre ces grosses guillemets élites. Par rapport à cette fausse pandémie-là, Covid-19, et au débarquement de plusieurs milliers de US Marines en Europe, mais si arrêtaient de croire à cette farce et ignoraient la loi martiale, et continuaient à vaquer à leurs occupations normalement comme si de rien n'était, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Je pense pas qu'ils aient suffisamment de drones ou de personnes dans les forces armées pour se faire se tenir tranquille des millions de citoyens qui décideraient de juste continuer à vivre. Sauf à révéler au grand jour leur plan, c'est-à-dire l'établissement d'une dictature, quoi. Si tu commences à aller buter toutes les personnes qui ont décidé de quand même aller travailler ou de je sais pas quoi, bref, de vivre leur vie, bon bah du coup, les masques, quoi.
À ce sujet, je pense souvent à l'épisode 5 de la saison 4 de Black Mirror, Hang the DJ, sur l'application pour couple, hein, d'ailleurs. Enfin, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe tout à la fin, en fait, quoi. Tiens, encore une métisse black, hein, qui montre le chemin au gars que mais non, non, regarde, on est faussement en prison, en fait. Nos geôliers, ils sont pas vraiment humains. Regarde, c'est des programmes. En fait, si on décide de s'échapper, bah, ils sont tous en mode froze et tout le monde s'arrête. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je suis pas en train de vous dire que, c'est pas grave, qu'il faut pas se préoccuper des réseaux pédophiles, mais là, c'est bon, je pense qu'on l'a vraiment suffisamment fait. Et là, moi, ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est que si chacune de nous reconquérait sa souveraineté, hein, il y a plus d'élite, hein. On n'en a plus besoin parce que, on sait s'organiser entre nous, on prend soin, on veille les uns sur les autres, on prend soin de nos enfants sans avoir besoin d'aller les mettre dans une école. On a le temps de faire ça parce que, eh ben, on a arrêté d'être, esclaves salariés d'une façon ou d'une autre de ce système et bah, voilà, hein, dans cette, utopie, il y a aucune prise pour les prédateurs. Là, en fait, pour moi, c'est plus vraiment le moment de dénoncer. D'ailleurs, toutes les personnes qui avaient vraiment des choses intéressantes à dire se sont tuées à partir de 2018. C'est vraiment le moment d'agir et de déserter ce système, plutôt que de vouloir, le changer à tout prix. Hein? Mais il y a pas beaucoup de gens apparemment, hein, qui sont vraiment, prêts à tenter de la mettre en œuvre, hein, cette, utopie, parce qu'elle demande un sacré boulot sur soi-même, hein. Ça demande de retourner le miroir tout le temps, hein et bon, il y a suffisamment d'informations disponibles aujourd'hui. N'importe qui veut savoir vraiment ce qui se passe avec ces histoires d'élite, de criminalité, toutes les affaires qui sortent, peut savoir, hein. Celles et ceux qui ne veulent pas savoir, ils voudront pas plus demain qu'hier ou aujourd'hui savoir. Et donc la question du coup à se poser quand on commence à s'engager dans ce genre de truc de divulgation, de relayer des vidéos, c'est pourquoi finalement on fait ça? Qui sert-on vraiment? Sans compter tous ceux qui, quand ils commencent à tomber sur ce genre de truc, pètent carrément un plomb quoi, en essayant d'entraîner tout le monde vers, une révolution sanglante et violente. Il faut arracher le pouvoir aux élites, hein, et les livrer à la vindicte populaire, des psychiques et des iniques. Super plan, hein. En tout cas, si on veut suivre les plans de de ceux qui tirent réellement les ficelles, n'est-ce pas, depuis les autres dimensions, c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors à ma connaissance, aucune révolution, dans l'histoire de l'humanité n'a amené un quelconque bienfait, globalement à l'humanité et encore moins aux femmes et aux enfants, hein. Donc je vais finir cette vidéo en analysant le cas d'une personne et je vous prierai de lui foutre la paix, hein, sur sa chaîne. Parce que en fait, dans ce cas-là, ça résume à peu près toutes les dérives, hein, possibles de la normopathie, de l'ingénierie sociale, pour ce qui concerne le milieu conspirationniste et en plus, ça nous permet de bien faire une analyse de ce que ça veut dire pour les femmes d'avoir le cerveau colonisé par un virus patriarcal archontique. Indépendamment de tout ce que je vais dire, elle fait un super bon boulot pour reconstruire, hein, les réseaux, les alliances, les affiliations, les financements. Je remets absolument pas du tout en question sa compétence pour ça. Ce qui est problématique, hein, c'est le manque de vue d'ensemble, l'appel à une rébellion. Donc alors, supposons qu'ils arrivent à faire mener à bien leur petite révolution. Ils vont faire quoi avec tous ces milliers-là de pédophiles impliqués dans ces réseaux? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je veux dire, mais juste logistiquement. À moins que derrière elle, elle ait déjà des petites milices privées constituées pour l'assister dans sa tâche, hein, de confiner, hein, tous ces milliers donc de pédophiles, effectivement, que nous avons, hein, à différents niveaux de notre société, hein, jusqu'aux élites. Bref, c'est quand même dommage de ne pas voir, hein, que la raison pour laquelle ces élites arrivent à s'approvisionner en enfants, c'est l'état de misère dans lequel vivent la plupart des femmes à l'heure actuelle sur cette planète, hein, et qui pousse certaines à vendre leurs enfants, ouais, à des réseaux, et que la raison en est le système patriarcal ultra-violent dans lequel elles se trouvent. Je pense principalement aux femmes au Maghreb, hein, au Maroc, etc. Alors cette personne, a un pseudo qui alterne entre Revo Rebellion et Revo F Society. Bon déjà je crois qu'elle a trop regardé Mister Robot, c'est de la programmation prédictive, hein, tous ces trucs-là. Bon, elle doit certainement s'identifier au personnage de Darlene, je sais pas si elle a la panoplie complète, mais elle a au moins le masque. Bon, globalement, je ne m'occupe que de ce que j'ai à faire, hein. Je vais pas patrouiller sur les chaînes YouTube des uns et des autres, Déjà franchement, j'ai pas le temps, j'ai bien trop de boulot avec le mien. Si je le fais, c'est en mode interrogatif pour voir s'il y a moyen quand même,
d'échanger, a priori ce n'est jamais possible. Donc bon, je les laisse, hein, chacun, chacune, le nez dans leur guidon. Ah, moi je suis très claire, hein, sur mon positionnement, hein, il y a pas plus sourd que celui ou celle qui ne veut pas entendre, hein, donc ceux qui peuvent entendre entendront et puis, bah, après basta. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'un certain nombre de ces personnes, en l'occurrence elle, hein, est venue poster des commentaires, hein, en mettant féminazie, autant de fois par phrase qu'il le faut. Donc le premier commentaire qu'elle est venue poster sur ma chaîne et qui a été soit retiré par elle, hein, soit retiré par YouTube, elle écrivait et que pour ma gouverne, je devais quand même savoir que la plupart du temps, pendant un viol, hein, bah, la nana elle mouille, hein, et elle prend son pied. Moi je suis prête à en discuter, avec elle, hein. Parce que là, ça devient très intéressant, en fait. Hein, on se trouve au centre, hein, de la question, hein, du contrôle mental, hein. Je crois que un de ses supporters, était venu poster aussi un commentaire, en disant que, moi ainsi que Francine Sporenda, nous étions apsychiatrisés. Je ne sais pas laquelle de nous 2 est apsychiatrisée, mais étant donné ma connaissance et ma compréhension de l'appareil, psychique humain, ce genre de propos a de grandes chances d'émerger d'une personne, elle-même victime d'abus. Ce qui pourrait expliquer, cette attitude croisadiste. Ah, parce que là, on a affaire à une personne, hein, qui investit tout son temps et toute son énergie pour dénoncer le viol dans les réseaux pédosatanistes des élites, Hollywood, et cetera, et qui en même temps nous explique que dans la société civile, en fait, il y a pas de viol, il y a que des nanas, en fait, qui mouillent et qui prennent leurs pieds. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du coup, cette notion de viol, hein, est très sectorisée, dans l'esprit de cette personne. Et je suis pas sûre que ce soit clair pour elle-même, hein. Moi, j'imagine que, cette femme n'a très certainement jamais subi, un guillemets «vrai viol», hein, avec violence, et cetera. Moi non plus. Par contre, j'ai écouté, certaines de mes amies, hein, me faire, le récit, hein, d'un viol avec, violence par un inconnu ou d'un viol, sans violence physique, mais avec une emprise, hein, du conjoint ou lorsqu'elles étaient plus jeunes par un membre de leur famille. Donc voilà, tout simplement, j'ai de l'empathie non sectorisée pour toute personne, qui a été abusée, avec ou sans violence, dans un réseau, pédosataniste ou pas, qu'il ou elle soit adulte ou enfant. Parce qu'un enfant est un futur adulte et qu'un adulte est un ancien enfant. Moi, je vois pas comment on peut séparer en fait, enfant, adulte, adolescent, je vois pas et je ne veux pas le faire, hein, surtout. J'ai même de l'empathie d'ailleurs, hein, pour, cette, nana, hein, parce que c'est ce que je lui avais répondu d'ailleurs quand elle m'avait posté ce commentaire, hein, qui a été supprimé. Je lui souhaite que si jamais elle arrive à déclencher la révolution, à laquelle elle œuvre, hein, ben, qu'elle ait pas expérimenté, ce que c'est qu'un viol, hein, les circonstances révolutionnaires, je crois que tout le monde sait que, c'est pas que les élites ou les gradés qui viennent se servir, hein. Mais c'est peut-être de ça d'ailleurs qu'elle a peur, inconsciemment. Du coup, c'est pour ça qu'il est pratique aujourd'hui d'occulter que des prédateurs sexuels, il en existe aussi bien dans la société civile que dans les élites. Et donc comme pour mener à bien une révolution, on a quand même besoin de bras, hein, de ces messieurs. Bon, ben, on va pas les déranger, ces gens-là de la société civile pour le moment. Ils pourraient être utiles, hein, si jamais, le désir de révolution arrivait à son terme, hein, pour, protéger, les femmes, comme elles ou d'autres, des conséquences d'une révolution. Vous voyez, c'est ça le problème avec la normopathie en secteur, c'est qu'on finit quand même toujours par découvrir, hein, par ce manque de cohérence, que les gens ont quand même souvent peur, hein, de la réalisation de leurs propres désirs. Ah ça, on va l'explorer en long, en large et en travers dans l'épisode sur la tyrannie de la séduction, hein. De mon côté, plutôt que de faire appel à vos bras, je préfère essayer de faire appel à votre conscience. Vous avez compris, hein, que, le langage, contrôle la pensée. Et donc là, le premier truc qu'on a sur la table, hein, c'est que quand on essaye de discuter avec ces personnes-là, on se comprend pas parce que pour eux, il y a la pédophilie dans les élites, dans une case, et le viol de la société civile dans une autre. Ils n'utilisent jamais le mot viol pour parler de ce qu'ils dénoncent. C'est pédophilie, 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 tout le temps. Il y a une raison, hein, à ça. Ça s'appelle la stratégie des œillères volontaires, qui ont une fonction, hein. Les œillères volontaires, c'est l'économie psychique, économie, d'énergie, et de prise de conscience, hein. C'est plus confortable, hein, les œillères volontaires, que le supramental ou quel que soit le nom qu'on donne à cette conscience. Donc on va déjà commencer, hein, par se pencher sur ce mot. Alors pédophilie, donc pédo, ça fait référence à l'enfance, et philie,
au fait d'aimer d'amitié. Dans ce monde psychique, tout le monde sait quand même que ce qui différencie l'amitié de l'amour, c'est la sexualité en fait. Donc on utilise un mot pour décrire un phénomène qui étymologiquement veut dire l'exact opposé du phénomène. Bon, elle a posté à un moment donné en rafale plein de commentaires sous mes vidéos qui sont supprimés apparemment tous les uns après les autres. Donc là, je vous montre juste le seul qui est resté encore actif. Donc, je suis une féminazie. Il y a un autre commentaire peut-être d'un de ses auditeurs ou auditrices, je ne sais pas, qui propose de me psychiatriser, ainsi que Francine Sporenda qui a très bien analysé les effets pervers des lois contre le viol, qui mènent en effet à ce que ce crime, lorsqu'il est commis par un homme, ne soit jamais sanctionné. Elle semble quand même reconnaître qu'il existe des viols dans la société civile, mais ils sont traités en fait par la justice correctement. Donc je suppose que là, c'est le mythe du vrai viol qui est à l'œuvre. Et donc elle est convaincue qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucun élément dans la société actuellement qui encouragerait les hommes à se représenter les femmes comme étant des objets sexuels. Hein, tout ce qui est industrie du sexe, production généralement artistique autour de l'érotisme, etc., prostitution, tout ça est orchestré par les élites pour le troupeau, et ça a un effet complètement neutre sur la sexualité du troupeau. Donc si un adolescent, une adolescente qui s'éduque à la sexualité par la pornographie mouille ou a du plaisir, il n'y a aucun souci. Toutes ces pratiques-là qu'on vend au troupeau, c'est un problème uniquement quand c'est pratiqué par les élites pour abuser, sacrifier, violer des enfants. Bon, ce commentaire est un déni pur et simple du phénomène de viol dans la société civile. Cette personne considère que s'il existe une culture du viol, c'est uniquement au sein des élites pédosatanistes. Donc ça met en scène cette fameuse frontière, limite stricte, entre eux et nous. Si confortable et rassurante. Cette personne est donc sous contrôle mental des stéréotypes de genre patriarcaux, virus mental archontique, qui entretient donc tout un tas de mythes, là en l'occurrence au sujet du vrai viol, au moyen du contrôle mental, de l'ingénierie sociale genrée. Alors oui, il y a des femmes dans les réseaux des élites pédosatanistes, mais si vous voulez, on a affaire à des sociopathes. Plus on monte haut dans cette hiérarchie, moins l'identité de sexe est pertinente. Encore moins si on tient compte de ces histoires de transvestigation et d'inversion de sexe. Ce ne sont que des conteneurs, si vous voulez, biologiques, dont l'ADN est savamment fabriqué pour permettre la possession par des entités donc transdimensionnelles, etc. Donc si l'identité de genre ou de sexe est pertinente pour expliquer certaines dynamiques dans la société civile, c'est pas celle-ci d'identité qui est la plus pertinente au sein des élites pour expliquer leurs exactions. Bon, maintenant, je vais m'attarder sur ce mot-là, féminazie. Il est particulièrement intéressant lorsqu'on sait que la seule lutte émancipatrice de l'histoire de l'humanité qui a fait 0 mort à ce jour, c'est le féminisme. S'il y a des mortes et des blessés, c'est du côté de certaines féministes, en l'occurrence les radicales. Je ne vous parle pas des fémènes, où là c'est tout un théâtre organisé pour les caméras des médias. Et donc toutes ces femmes anonymes qui tiennent des permanences, associations d'écoute, de soutien, de proximité aux victimes, elles, ce sont des nazis. Alors, ce que je peux vous dire, parce que ça c'est un cours de psycho qui m'avait marqué, c'est que le génocide au Rwanda, bon, il y a eu des psychologues, etc., donc, des linguistes, des traducteurs aussi qui sont allés tenter de faire quelque chose là-bas. L'analyse en tous les cas que font les psychodynamiciens, c'est que ce qui a rendu possible le passage à l'acte d'un génocide d'une ethnie sur l'autre, c'est un glissement dans le langage. C'est-à-dire que les Hutus, pour désigner les Tutsis, ils ne les appelaient pas par ce nom-là ancestral, ils utilisaient systématiquement le mot cafard. Et comme vous avez compris que langage et pensée sont liés, quand on commence à faire ce genre de glissement, on rapatrie tout le contexte associé au mot. Et un cafard, on a parfaitement le droit de l'écraser. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut se sentir être en droit de faire si on a décidé que l'autre en face est un ou une nazie. Ou la toucher du doigt, là, la perméabilité de la frontière entre normal et pathologique. Est-ce que vous comprenez bien que la normopathie en 7 heures, c'est une structure psychique qui constitue les prémices à une évolution vers des états
psychotique, pour peu que les conditions extérieures soient réunies. C'est cette habileté-là, d'ailleurs, de microclivage de l'appareil psychique humain qui permet précisément de faire de la programmation mentale par le trauma dans les programmes MKUltra, etc. Ça peut aller jusqu'à la psychose collective, comme moi j'aime bien la trilogie The Purge. Je crois que le premier épisode s'appelle Anarchy, évidemment, ils ont utilisé le mauvais mot, c'est pas ça l'anarchie. Là, ce qui monte, c'est le chaos. Bon, mais ils ont tous des masques, en tout cas. Programmation prédictive pour, en tout cas, ce qui concerne la société américaine. Réfléchissons à ce qui peut bien se passer chez nous. Moi, je suis en train d'observer ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant, je vais tenter de m'immerger dans le système mental humain de cette personne pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans sa tête. Alors, accrochez-vous là, parce que la suite là, de la vidéo, ça va être hard. Je préfère quand même vous prévenir. Donc, si je comprends bien, ce contre quoi elle s'insurge, c'est que des êtres humains soient pris, exploités sexuellement par les élites pédosatanistes, alors qu'elles ne sont ni en âge, ni en mesure de consentir à la sexualité. Toute la question tourne bien, effectivement, autour du consentement. De ce que je comprends, pour elle, s'il y a un symptôme physique d'excitabilité sexuelle, il n'y a pas de viol. Et donc, c'est que la personne est consentante. Pour trouver la vérité, il ne s'agit pas d'affirmer des choses, c'est plutôt de maîtriser l'art de poser les bonnes questions. Alors, est-ce qu'une personne sous l'emprise de substances quelconques, altérant sa volonté ou sa capacité à prendre des décisions, ou sous l'emprise d'une programmation mentale genrée, l'invitant à complaire à la tyrannie de la séduction et à complaire au schéma normopathe en vigueur pour la sexualité, tel que la pornographie de masse, est susceptible d'avoir une excitabilité physique permettant un rapport sexuel. Donc la réponse à la première série de questions étant oui, la question qui suit c'est est-ce que l'excitabilité physique est le critère définissant le niveau de consentement de la personne? Eh bien non, puisque la sexualité infantile existe et pour autant, un enfant n'est pas en mesure de donner un libre consentement à la sexualité, en tout cas certainement pas avec un adulte. Donc là, il y a un premier bug. Est-ce que c'est l'âge qui définit ce critère? Apparemment, vu de chez elle, non, puisque dans sa dernière vidéo, elle traite du cas d'une jeune fille de 14-15 ans qui est prise dans ce réseau-là, dans le showbiz. Normalement, on devrait tomber d'accord sur le fait que, concernant le consentement, tout dépend en fait du niveau d'emprise, autrement dit de contrôle mental qu'il y a dans une relation. Et on est bien d'accord que s'il s'agit d'un enfant vis-à-vis d'un adulte ou d'un adolescent, l'enfant n'est pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé. Mais n'y a-t-il pas en fait, au-delà de ces réseaux pédosatanistes, des situations tout à fait analogues en termes de consentement qui se produisent? Vous voyez, on est dans ce sale débat qui consiste à essayer de hiérarchiser où est le niveau de violence et chez qui est le niveau de violence le plus acceptable ou inacceptable. Et le but de ma pensée, c'est certainement pas de diminuer la responsabilité des membres des élites. C'est de vous faire comprendre que les mécanismes qui sont à l'œuvre, en tout cas du côté de la victime, sont les mêmes qu'on parle des persécuteurs élites ou de ce qu'on trouve dans la société civile. Du point de vue des lois de l'esprit, aucune forme et aucun type de violence n'est acceptable, tolérable, quel que soit son niveau, son amplitude, et quel que soit le stade de développement de la victime. Ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, on va commencer avec le sujet des viols avec violence physique, c'est-à-dire avec coercition physique. Il y aurait deux catégories. Il y a de très jeunes enfants qui sont pris dans la société civile, et là je vous invite à faire votre boulot, d'enquêter sur l'affaire du juge Roche et ce qu'ont révélé les enfants de ce juge. Il y a le documentaire d'Élise Lucet, Viol d'enfant, la fin du silence, qui est actuellement censuré par l'INA. Je vous remets un lien en description. Moi, c'est bon, il est téléchargé sur mon disque dur depuis de nombreuses années. Notez bien que à cette époque-là, on parlait bien de viol d'enfant et non pas de pédophilie, comme aujourd'hui.
Donc il semble que cette première catégorie d'enfants sont généralement des enfants non déclarés, issus de viols et de catégories sociales défavorisées, donc très souvent des enfants un peu colorés, et qui sont eux vraiment oui, torturés, sacrifiés, etc. Ça c'est la partie très occulte sur laquelle je pense qu'on n'aura jamais de visuel. Il n'y a que des dessins d'enfants de magistrats qui ont été traînés dans ces rituels. Il y a une autre catégorie qui va généralement d'ailleurs concerner les membres même de ces lignées, que ce soit, comment vous dire, des lignées officielles ou cachées. N'oubliez pas qu'ils tiennent une liste très précise de toutes les généalogies mondiales. Donc là, ça couvre plutôt le sujet de la traite des blanches, des filles des pays de l'Est, etc. Ou alors ils vont aller à un moment donné se servir dans la lignée lumineuse qui a été sacrifiée socialement par des transferts karmiques, etc. Bon. Donc cette seconde catégorie est vouée à aller dans les programmes MK Monarch pour différents types d'usages. Agent de désinformation, espionnage, agent dormant dans la société civile, type super soldat, Nikita ou Anna. On en trouve bien évidemment aussi pour animer notre théâtre de la politique. Hein. Des membres de ces lignées cachées, qu'on nous sort comme ça, quand ça les arrange. De toute façon, ils commencent dans ces familles-là dès la plus tendre enfance, ces programmes-là. Si on élargit ces enquêtes au-delà du monde francophone, il y en a plein aux États-Unis, des témoignages de personnes issues de familles satanistes qui nous expliquent ce qu'elles ont vécu. Et bien sûr, esclaves sexuels pour tout ce qui concerne la sphère du showbiz. Il se passe quoi en fait dans ces programmes-là pour toutes ces stars-là? Elles sont victimes, on est bien d'accord, d'abus rituels qui permettent de cliver la personnalité et d'installer donc des sous-personnalités, des altères. L'altère esclave sexuel n'est pas violé avec violence la plupart du temps. Bien sûr que ça arrive aussi, mais ils tiennent quand même à pouvoir encaisser des profits sur ces marchandises-là. Si la nana c'est une chanteuse, Katy Perry, Britney Spears, pas trop l'abîmer quand même s'ils ont des clones. Donc, malheureusement, l'altère, donc esclave sexuel, il lui arrive d'avoir du plaisir aux pratiques sexuelles dépravées auxquelles elle a été programmée. Ensuite, quand on a pris connaissance des travaux d'Eve Lorgen, il est parfaitement clair que les personnes qui ont été soumises à ce genre de choses avec possession reptilienne, etc., n'arrivent pas à avoir une sexualité normale et elles préfèrent la sexualité avec leur hôte reptilien. C'est ça le pire, c'est de parvenir à rendre l'esclave esclave de plaisir charnel dépravé. Pourquoi croyez-vous que la catégorie nymphomaniaque a été inventée? Parce qu'il s'agissait de femmes victimes d'inceste ou d'abus, et elles étaient internées sous prétexte de les guérir de leurs pratiques masturbatoires compulsives. Donc cet élément du tableau clinique est à replacer dans le même contexte que celui de l'hystérie, dans l'Europe patriarcale bourgeoise du XIXe siècle, que je décris dans la vidéo Archéovirilité versus archéoféminité, épisode 2, le pompier pyromane ou le mythe du mec gentil, à savoir que on médicalise un comportement qui est un mécanisme de défense mis en place par l'appareil psychique pour se défendre des abus dont la personne a été victime. Si vous voulez, si l'hystérie c'est la réponse de l'appareil psychique en mode victime, c'est-à-dire paralysie, on ne peut pas être plus victime que quand on est paralysé, la nymphomanie ou la masturbation compulsive, c'est le mode que l'appareil psychique investit en mode sauveur, c'est-à-dire que c'est une illusion de prise de contrôle par rapport à la sexualité. C'est une illusion de reprise en main de son propre corps et du plaisir de son propre corps, comme une tentative désespérée d'une personne à qui on a infligé cela. Cela étant d'avoir du plaisir dans un contexte d'emprise où la personne en fait est totalement dépossédée d'elle-même, dépossédée des capacités sensitives de sa corporéité. Si vous êtes intéressé au cas de Whitney Houston, je m'y étais vaguement intéressée quand j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis de ces histoires de stars qui pètent les plombs, qui se bourrent le nez de cocaïne, etc. Elle était complètement piégée là-dedans. Et donc dans ce genre de cas, on a beau jeu ensuite d'aller en plus montrer du doigt la victime de ces abus,
pour ses dépendances à des substances. Parce que je vous ferai remarquer que les mêmes personnes qui pointent ces gens-là du doigt, ils sont prisonniers à un moindre degré du même genre de programmation, parce qu'il y a un continuum, c'est bien le but et l'objet de cette vidéo de vous le faire comprendre, et ils pratiquent eux-mêmes la même chose pour pouvoir tenir le choc de leur esclavage salarié, à coups d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de drogues en tout genre, qui, mises bout à bout par le circuit de la récompense à court terme, permettent juste à la personne de tenir. Ça s'associe très souvent aussi à des dépendances ou des pratiques sexuelles compulsives, telles que l'addiction à la pornographie, histoire de décharger tout le stress qu'on a dû encaisser. Et nous avons donc la même mécanique qui s'opère dans la psyché de la victime, dans les histoires d'inceste. Donc, on n'est pas là pour établir une échelle du pire dans tous ces phénomènes, mais pour aller de plus en plus loin dans la compréhension de tout ce que recouvre ce sujet et ce phénomène dans le vécu sensible des personnes qui en sont victimes. Ce que je vais vous dire, c'est ce que la plupart des gens, notamment des hommes, échouent à comprendre ou ne veulent pas comprendre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pédagogie qui a été faite sur ces questions de l'emprise, de la sidération, de la dissociation. Seuls les psychologues et psychothérapeutes qui ont à tenter de soigner les personnes qui ont été victimes de ces actes le savent. En cas d'usage de la coercition physique, ce qui est très rarement le cas dans ces histoires de viol ou d'inceste, la victime a des chances de s'en sortir pour bien des raisons. 1. Il y a des chances que son circuit instinctif de fuite ou de défense se mette en place. S'il y a des traces sur le corps, elle est plus susceptible d'obtenir de l'aide pour sortir de la situation. Pour peu que les adultes qui sont autour d'elle prêtent un petit peu attention à cet enfant. Et enfin, si donc cet enfant est entendu et pris en charge pour être sorti de cette situation-là par la société, il pourra complètement investir la polarité de victime qu'il est effectivement. À partir de là, il est possible de guérir, même si c'est très difficile. Dans ce premier cas, l'appareil psychique, si vous voulez, pourra reprendre le contrôle. Il pourra y avoir, du coup, une chance pour une réorganisation. Je reformule encore. La dissociation pourra être arrêtée. Et quand ce n'est pas le cas, la dissociation va de plus en plus loin et la personne n'est pas prise en compte, pas entendue. Et c'est pour ça que le docteur Muriel Samona, dans une de ses vidéos, dit bien aux thérapeutes que, attention, si vous vous endormez pendant une consultation parce que la personne vous parle sur un ton monocorde, totalement désinvesti, sans aucun affect, du coup ça vous endort, et ben en fait, il faudrait que ça vous réveille, parce que plus c'est comme ça, plus ça veut dire que la personne est dissociée, et plus ça veut dire que ce qu'elle a subi est grave. Là, j'ai pas parlé d'une autre situation qui existe, c'est les tueurs en série, pédophiles, qui vont prendre les gamins, effectivement là c'est ultra violent, etc. Et l'enfant ne survit même pas de toute façon à ce qu'il a subi. Ça rentre, ce genre de phénomène qui se passe également dans la société civile, dans le même phénomène que ce qui se passe pour la première catégorie dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, des enfants qui sont pris dans les réseaux pédosatanistes. Ils ont affaire à un sociopathe. Bon, c'est malheureusement là, ça sera le sacrifice, effectivement. Donc, ces situations-là existent. Et on nous les présente et surreprésente tant, que ce soit à travers les recherches sur les réseaux pédophiles, ou que ce soit par la filmographie hollywoodienne sur la question des tueurs en série, pédophiles, tueurs de femmes, tueurs d'enfants, qu'on en oublie une autre situation la plus communément répandue, et qui est celle-ci. La plupart des histoires d'inceste, de viol d'enfants, se déroulent sans aucune coercition physique, mais par la seule emprise qu'exerce un adulte sur un enfant.
qu'il va initier à sa sexualité dépravée, en prenant bien soin de rendre l'enfant complice et donc dépendant de cette sexualité-là. Si l'adulte est une figure d'attachement, c'est encore plus difficile, voire impossible, de guérir d'une situation où l'enfant a appris les plaisirs de la sexualité partagée avec une figure d'attachement. Un père, un grand-père, un oncle, un frère. Il se passe la même chose pour les esclaves sexuels, MK Ultra, etc. Puisque les abus sont perpétrés par des handlers, des superviseurs, des figures d'attachement pour ces jeunes qui sont sortis de situations sociales déjà ultra violentes et à qui on promet je ne sais quoi dans le mannequinat, la chanson, etc. C'est pour ça que rares sont les personnes qui peuvent s'en sortir, que ce soit dans ces réseaux-là ou dans la société civile, où il y a plein d'autres personnes qui sont victimes des mêmes choses. Et là, on rejoint donc un sujet dont personne ne parle en France, et c'est une de mes correspondantes qui m'en a parlé, et qui est l'inceste émotionnel, qui se produit dans les familles quand un parent, n'étant pas satisfait de sa vie ou dans son couple, va finalement attendre, demander à l'enfant de remplacer le mauvais conjoint qu'il ou elle s'est choisi. Donc toutes les situations sont possibles, mère-fille, mère-fils, la pire étant une situation d'inceste émotionnel, père-fille, où là, en plus de l'inceste émotionnel, on a de bonnes chances d'avoir un inceste physique. Et quand on remonte comme ça ces histoires transgénérationnelles, c'est quoi le point commun? C'est toujours le même. Ces personnes-là qui sont des persécuteurs ont elles-mêmes été victimes. Donc l'inceste physique mère-fils peut également exister. Et c'est quand même très marginal par rapport à la situation opposée. Il y a aussi l'inceste père-fils. Je connais des cas donc d'hommes abusés par un homme de leur famille. C'est douloureux, mais franchement, en termes de conséquences sur la vie et la santé globale de la personne, ça n'a rien à voir avec ce qui se produit pour les femmes. Encore une fois, on ne joue pas dans la même cour. Pour les femmes que j'ai pu entendre, les conséquences sur leur vie sont dévastatrices, sur tous les plans. Il n'y a pas un tel impact chez les hommes victimes des mêmes choses, sur tous leurs plans d'existence. Du reste, je pense que personne n'ignore que un garçon abusé a toutes les chances de devenir un homme adulte abuseur, alors qu'une fille abusée va devenir, dans la plupart des cas, une femme abusée toute sa vie. C'est rare qu'elle se retrouve de abusée à persécutrice dans le champ de la sexualité. Ça arrive, ça, je pense, dans les élites, je veux bien. Mais dans la société civile, c'est pas ça qui se déroule. Donc, pour réellement comprendre le déroulé existentiel d'une personne, là encore, la symétrie entre les hommes et les femmes, elle n'existe pas. Il faut bel et bien une analyse systémique genrée pour bien comprendre ce qui se passe dans l'appareil psychique d'une personne. Donc pour les auditeurs là qui sont arrivés jusque-là, est-ce que vous commencez à comprendre l'importance que vous, messieurs, vous fassiez votre part du boulot pour non pas contrôler, mais maîtriser votre énergie sexuelle? Et donc, il est nécessaire de comprendre que la force de liaison psychique avec cette dynamique dramatique, tripolaire, qui régit les comportements humains, est d'autant plus forte que la victime a éprouvé des plaisirs sensibles, charnels, au cours de ces épisodes d'abus, de viol, tout ce que vous voulez. Je pense que ce que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que une personne est victime d'une situation, voire d'abus, qu'elle n'est que dans l'émotion, souffrance, tristesse. Non, il peut y avoir du plaisir dans le statut de victime. Et on reboucle toujours sur cette question du louche, de la récolte émotionnelle. Quand c'est le cas, on est dans un processus masochiste. Et vous savez très bien que
dans les pratiques sexuelles déviantes, le sadomasochisme en fait partie. J'élargis le sujet là, hein, je suis partie des abus sur les enfants, etc., pour vous montrer qu'il y a un continuum, en fait, dans toutes ces choses-là, qui est tissé par l'appareil psychique humain. Et globalement, c'est ce type-là de dynamique qui anime la plupart des relations entre les hommes et les femmes. Et c'est exactement ce qui se produit dans l'ingénierie sociale genrée que je dénonce. Ça. On parvient à faire aimer aux femmes tous ces stéréotypes-là, pornographes, etc., qui les cantonnent à un rôle d'objet sexuel, à la satisfaction de ces messieurs, au point d'installer entre elles même un esprit de compétition, l'esprit du mental contrefait, un esprit de compétition. Qui est le meilleur objet sexuel C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que cette question du consentement peut être brouillée dans l'esprit de l'opinion publique. Et là, je vous renvoie à mes vidéos sur la sexualité, où j'ai traité de cette question. Parce que grâce à cette programmation mentale, à cette dynamique perverse, ça permet que la victime première, qui sont bien la catégorie des femmes, porte seule tout le poids de la culpabilité de ces abus. Donc c'est bien en raison de ce piège tendu de l'engrenage honte-culpabilité pour les personnes victimes que la plupart de ces histoires ne sortent quasiment jamais, ou que lorsqu'elles commencent à sortir, il devient très facile pour les adultes de brouiller cette fameuse question du consentement. Les enfants, les adolescents, mais également la plupart des personnes adultes sont sous emprise de stéréotypes viraux, archontiques, concernant la sexualité. Et donc, à mon sens, il n'y a à ce jour bien peu de personnes qui peuvent avoir des pratiques sexuelles véritablement, librement consenties, aussi bien du côté des femmes que des hommes. Mais vous voyez où s'amorce la chose, c'est que ces stéréotypes concernant la sexualité sont androcentrés. Là encore, je vous renvoie à mes vidéos sur la sexualité, ce qui veut dire que les femmes dans une telle société sont immergées d'emblée dans un programme concernant la sexualité où elles n'ont pas vraiment voix au chapitre. Elles sont donc, à ce titre, droguées par une ingénierie sociale qui, à mon sens, ne leur permettent pas, quel que soit leur âge, de donner un consentement pleinement libre et éclairé aux pratiques sexuelles, puisqu'elles sont contraintes par l'ingénierie sociale de complaire à la tyrannie androcentrée de la séduction. Or, c'est bien l'absence de consentement authentiquement libre et éclairé qui fonde le viol. D'où la phrase choc que j'avais mise une de mes vidéos, 100% des femmes sont violées dans ce monde. Oui, nous sommes dans un jeu de viol cosmique. Le viol, il est psychique, symbolique et mental en première approche. Donc j'espère qu'à l'issue de cette longue et pénible démonstration et explication, vous avez compris qu'une victime d'abus sexuels ou d'abus rituels est victime du même processus, qu'elle soit prise dans un réseau là, pédosataniste ou dans la société civile. C'est exactement la même mécanique. Ce qui change, c'est le degré, l'amplitude de fractionnement de la personnalité. C'est le niveau de normopathie sectorisée qui est installé, quoi. Dans les pratiques MK Monarch, MK Ultra, qu'est-ce qu'ils font? Ils exagèrent la structure psychique normopathe normale, la capacité dissociative de l'appareil psychique humain est exagérée en augmentant la puissance des traumas subis qui permet d'installer des personnalités multiples. Donc, la plupart des gens sont victimes d'un programme MK Ultra
version soft, version pour le troupeau. Hein. Et donc, à travers l'exemple que je viens d'analyser, je pense, suffisamment détaillé en profondeur, vous voyez que c'est le cas dans le milieu conspirationniste français. Donc, Fuck Society, oh là là, notre démocratie a été piratée, oh non, sans blague. Mais par qui exactement? Est-ce que d'ailleurs c'est pas plutôt une démoncratie? Et je suis pas très certaine du tout que ce genre de personnes, après leur petite révolution, ils seront capables de nous mettre en place une vraie démocratie, hein, vu que leur démon intérieur, il est bien à l'œuvre. Hein. Toujours est-il que j'ai pas du tout envie d'avoir une situation post-révolutionnaire avec ce genre de personnes, où il y a quand même bien peu de cohérence et de compréhension, à mon sens, chez elles, des mécanismes de la psyché humaine et de ce qu'est réellement le contrôle mental. Mais c'est intéressant de lire les commentaires des gens qui postent sous sa vidéo et comment déjà ça galvanise tout un tas de flux émotionnels, de rage, de haine, d'injustice, d'esprit de revanche et d'impuissance. Le plus intéressant, c'est de voir en fait comment, dans ce champ-là, des réseaux pédosatanistes, ils se tirent la bourre entre eux pour l'audimat, pour savoir qui est le meilleur ou la meilleure divulgatrice, chercheuse. Hein. Regardez comment l'ego s'approprie tout ça. Donc tous autant qu'ils sont, en fait, c'est par cette tyrannie des petits moi que tous les courants conspi, chercheurs de vérité, sont manipulés, manœuvrés à faire le jeu en fait du système qu'ils combattent, que ce soit opposition contrôlée, divulgation contrôlée, que ce soit conscient ou non. Autrement dit, quand il n'y a pas de moi supérieur pour orchestrer tout ça et d'accès au soi, c'est la prédation qui contrôle vos comportements, vos pensées, etc., votre scénario de vie. Et comme bien peu de personnes finalement arrivent à se sortir de tout ça, franchement, les élites se régalent à jouer dans ce bac à sable. Nous sommes donc, à mon sens, dans une société où, au sein de la norme, le pathologique va prendre de plus en plus de place. Ok ? La seule manière de s'en sortir, c'est d'adopter un point de vue plus élevé. C'est ce que j'essaye de faire. Et je vous prie de croire que c'est vraiment pas facile pour moi de trouver les bons mots pour vous expliquer mon point de vue. Parce que les mots sont piégeants, parce que normal et pathologique, tout dépend de quel point de vue on se place. Là, pour le moment, je vous ai déployé un point de vue sociologique. Mais moi, mon point de vue sur la question, il est au-dessus. Il est du point de vue des lois de l'esprit. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique ? Du point de vue de l'esprit, tout ce qui se déroule là, que je viens de vous expliquer, le pathologique dans le normal pathologisant et le pathologique au sens psychiatrisant, tout ça est pathologique. Ça a la pathologie de l'histoire de l'enfermement de l'humanité dans ce jeu. Bon, donc là, on arrive quand même à la fin de cette vidéo très dense. Je pense que c'est certainement la plus dense de toutes celles que j'ai jamais eu à produire. C'est aussi celle qui m'a demandé le plus de temps et d'énergie. On va se retrouver bientôt pour la société narcissisante, parce qu'il faut comprendre que il ne faut pas voir les choses en termes d'état, mais bien de processus. Donc parler de pervers narcissique ou de processus narcissisant, c'est pas tout à fait pareil. Et puis il est certain qu'entre ce que j'avais l'intention de poster sur cette chaîne et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, étant donné le changement brutal de contexte, il y a aussi des aménagements à faire. Voilà, je vous laisse, ciao, à très bientôt. Les angles des tuyaux et ceux des capteurs solaires, le carré roi, le rectangle au pinacle, les comptoirs, les guichets et tout ce que l'on veut, du sucre en morceaux au paquet de tabac, de l'histoire du nougat à l'interprétation des rêves, jusqu'au scanner de la nouvelle glande. Trop d'angles, on s'étrangle. Heureusement il y a la viande pour arrondir les angles, la viande folle à l'intérieur et au dehors, aux fenêtres, aux corridors, dans les immeubles et dans les cimetières, la viande folle sur la route, à chaque intersection, au comptoir, au guichet, n'importe où on la veut. Celle à manger, celle à croire, sont deux façons de le voir. Trop de bouffe et on s'étouffe, ou on étouffe. C'est la pire fiction d'anticipation, version ultra satisfaction, de glouton dans l'annihilation. Pas de bouton d'interruption, pas de légende, pour seul décor un chat mort pendu à une guirlande.